Bonsoir et bienvenue pour le 7-8 politique. L'invité de cette édition du 27 mai 2014, Constance Legris. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Eurodéputée UMP depuis 2010, reconduite pour un nouveau mandat dimanche dernier. Vous allez nous accompagner au cours de la prochaine demi-heure puisque forcément il sera question de ce scrutin européen. Mais pour le moment, l'actualité politique du jour, c'est la démission annoncée de Jean-François Copé au 15 juin, mis en accusation dans le cadre de l'affaire Big Malion, du nom de cette société en communication. Affaire qui mêle soupçons de surfacturation, accusation de fausses factures pour camoufler des dépenses liées à la campagne de Nicolas Sarkozy. La direction du parti sera assurée par François Fillon, Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé, des anciens ministres, d'ici au congrès d'octobre. Constance Legris, est-ce que l'UMP peut survivre à ce marasme ? Bien sûr que l'UMP peut survivre et l'UMP doit survivre. L'UMP, c'est le rassemblement des familles politiques de la droite et du centre-droit. C'est une famille politique qui existe depuis très longtemps dans notre pays, que je considère comme utile à notre pays, à la démocratie. Et bien évidemment, l'UMP va survivre et l'UMP doit survivre. Et nous allons tous collectivement nous y employer. Même si aujourd'hui il y a une forte division et même cette direction collégiale qui fait sourire d'ailleurs un des alliés du Parti chrétien-démocrate, c'est Jean-Frédéric Poisson qui est député des Yvelines. Lui a tweeté aujourd'hui, il parle avec ironie de magnifiques images de renouveau. Il dit aussi que ça ne va pas régler la ligne politique de l'UMP. Quel est votre avis ? C'est le défi qui nous est posé maintenant. Alors quelle ligne politique vous souhaiteriez ? Eh bien, il va falloir en discuter, bien évidemment. Nous sommes une grande formation politique, un peu à l'image du Partido Popular espagnol ou de la CDU, riche, je dirais, de notre diversité, addition de sensibilités assez voisines, mais néanmoins distinguées à certains égards, sur certains sujets. On aura à cœur de dégager une ligne politique centrale. Pour ma part, j'ai des convictions qui sont à la fois, on va peut-être y revenir, très européennes, mais qui sont également, à bien des égards, je dirais, notamment dans les domaines économiques et sociaux, libéral-social. Donc j'aurais plutôt tendance, avec d'autres, à être sur ce positionnement-là, mais nous sommes conscients du fait qu'il y a des positionnements différents et qu'il va falloir travailler à ce qui nous rassemble. S'il faut un nom aujourd'hui pour diriger l'UMP ? Un nom aujourd'hui ? Qui aujourd'hui ? Nicolas Sarkozy qui doit revenir, comme certains le souhaitent ? Je François Fillon, ne pense pas qu'il soit dans les projets de Nicolas Sarkozy que de s'emparer de la présidence du parti. Mais il est trop tôt pour dire quel sera celui ou celle qui pourront, à l'issue du congrès, porter les couleurs de notre famille. Et vous avez bien une attente ? J'ai une attente, effectivement, de responsabilité et d'esprit collectif. Oui, tout à fait. Est-ce que cette affaire a joué dans le scrutin européen ? Parce que là, on reparle de cette affaire Big Malion, de financement, des difficultés de l'UMP, mais on en parlait aussi avant le scrutin. Est-ce que ça a joué ? Est-ce que ça a démobilisé votre électorat ? Je pense que ça a joué à la marge, mais je pense que ça a joué, effectivement. Il y a eu quand même, pendant 2 ou 3 jours, une déferlante médiatique, une surexploitation j'allais dire politico-médiatique, faite d'un certain nombre d'allégations et d'un certain nombre d'articles et de révélations qui n'ont pas pu ne pas avoir un impact. Que ça se produise plus tôt aussi. Ça aurait peut-être permis d'assainir la situation à l'UMP avant de se présenter devant les électeurs. Écoutez, je n'ai pas pour habitude de faire de la politique fiction, de reconstruire le film ou de refaire le match après coup. Faisons face maintenant aux difficultés qui se présentent à nous. Il y a eu, je crois, ce matin, lors de la réunion du bureau politique statutaire, un grand esprit de responsabilité qui a prévalu. Et puis, allons tous ensemble maintenant dans l'opération de rénovation et d'amélioration de la gouvernance de notre famille politique. Ce qui nous amène en tout cas maintenant à parler des résultats aux européennes. Le scrutin qui a vu la victoire du Front National qui a raflé 24 sièges. Votre formation arrive en deuxième avec 20 sièges et puis les socialistes avec 13 sièges. Votre premier sentiment à l'annonce de ces résultats dimanche. Aujourd'hui, le Parlement européen est représenté majoritairement. La France est représentée majoritairement au Parlement européen par le Front National. Comment vous l'avez vécu, vous ? Pas majoritairement, parce que 74 eurodéputés sont français, représentent mais 24 les hommes sont du et les Front femmes. National. 24, ce qui fait une forte proportion, mais ce n'est pas une majorité, c'est un tiers.
Un gros tiers des effectifs parlementaires français, si vous me permettez l'expression, sont effectivement occupés par des membres du Front National. Le premier sentiment dimanche soir, ça a été la déception et la tristesse. Déception pour ma famille politique, de ne pas avoir su être plus convaincant et de ne pas avoir su entraîner plus d'électrices et d'électeurs avec nous. Et puis tristesse parce que je ne sais pas si on le mesure pleinement ici en France, mais nous avons déjà des premiers échos, nous, de ce que pensent les autres pays européens, de ce que pensent notamment nos collègues. Tristesse devant la dégradation et la perte d'influence, la dégradation de l'image de notre pays et la perte d'influence qui va résulter de ce scrutin dans les 5 ans à venir. Ça va jouer aujourd'hui, la France sera moins entendue au Parlement. Écoutez, de manière générale, la position de la France, à l'heure actuelle, dans les institutions européennes, n'est pas bonne. Le président de la République française a tout au plus, si on en croit certains sondages, 18% de soutien. Il est celui qui nous représente au sein du Conseil européen. Il est extraordinairement affaibli, extraordinairement démonétisé. Et la débâcle essuyée par le Parti socialiste dimanche dernier n'a fait qu'à rajouter à ce discrédit, à cet affaiblissement de la France au sein du Conseil européen, du Conseil des chefs d'État et de gouvernement, maintenant au sein de l'Assemblée parlementaire européenne, donc l'autre institution politique de l'Union européenne, le Parlement européen. C'est un tiers de députés européens envoyés par le Front National, dont a priori on ne s'attend pas à ce qu'ils soient extraordinairement travailleurs, je dirais extraordinairement dédiés à infléchir la future législation européenne, faire des amendements, prendre des projets de rapport, dialoguer, négocier, entrer dans le jeu politique et le jeu parlementaire qui est celui du Parlement. Et donc ce sont autant de députés en moins, en quelque sorte, autant de voix, autant de poids en moins pour la représentation de la France dans cette Assemblée. Et donc ça va avoir des conséquences incroyablement négatives pour notre pays, c'est sûr. Aucune formation politique ne parvient réellement à progresser, si ce n'est le Front National. Et puis peut-être aussi le centre. Le MoDem seul, en 2009, faisait un peu plus de 8% des suffrages en France. Avec l'UDI sous l'étiquette l'alternative, ils sont un peu plus de 10%. Est-ce que c'est un allié, le centre, qui vous a manqué dans ce scrutin ? Incontestablement, oui. Nous avions fait liste commune, nous, membres de l'UMP, avec les centristes en juin 2009. Et ça avait permis d'ailleurs que nous soyons très largement en tête, nous, dans cette configuration-là. Et incontestablement, ils nous ont manqué. Et je regrette qu'on n'ait pas réussi à être suffisamment attrayant pour nos amis centristes qui avaient voulu se compter, partir dans une stratégie d'autonomisation, d'indépendance. Ceci étant, ils progressent peut-être relativement en score et en pourcentage de suffrages exprimés, mais en termes de parlementaires centristes français envoyés au Parlement européen, ils régressent, puisqu'ils étaient 12, 6 plus 6, 6 UDI, 6 MoDem, et ils ne reviennent qu'à 7. Donc globalement, leur opération ne s'avère pas concluante, elle s'avère même plutôt défavorable. C'est de revenir plutôt dans le giron de l'UMP. l'UMP. C'est de construire avec nous une vraie force politique de la droite et du centre-droit. Je pense que, eu égard en plus au danger que représente la progression du Front National pour notre pays, il nous faut travailler à configurer l'offre politique pour les prochaines échéances électorales dans un esprit de responsabilité et donc réfléchir à être beaucoup plus rassemblés entre formations de la droite et du centre-droit. On va écouter justement à propos justement de ce rapprochement avec l'UMP du centre. Bruno Millienne, c'est le responsable du MoDem dans le département des Yvelines. Il figurait sur la circonscription Île-de-France sur cette liste. L'alternative, il réagit au résultat de sa formation. Alors je suis vraiment très satisfait du score dans les Yvelines parce que, à titre personnel, c'était la première grosse campagne sur laquelle je m'engageais et on fait le deuxième meilleur score d'Île-de-France derrière les Hauts-de-Seine. Donc ça prouve une chose, c'est que si on fait une campagne sérieuse, pédagogique, qu'on va partout expliquer aux gens ce qu'est l'Europe et quel est notre projet, eh ben on obtient des résultats. Et là, je voudrais remercier aussi les militants UDI et MoDem qui ont bossé sur le terrain comme des fous. Il fallait qu'on montre notre conviction européenne et qu'on ait des résultats. On les a eus. Et aujourd'hui, il faut noter une chose, on est le 4e parti politique français. Alors le 3e démocratique, je dirais, mais le 4e parti politique français. Il va falloir compter avec nous. Le socle, il est là. Nous ne céderons pas aux sirènes de l'UMP qui ont déjà commencé hier soir.
c'est un vote désespéré, je dirais, le vote FN. Mais ça, c'est normal. Entre les affaires d'un côté, l'incapacité à remonter l'âme France de l'autre côté, eh bien, je pense que les votes FN, c'est des votes désespérés, aussi bien que les abstentionnistes. On vient d'entendre, nous ne serons pas une variable d'ajustement. On n'a pas vraiment l'impression que les centristes de l'alternative ont envie de retourner dans le giron, dans le sillage de l'UMP. Non, mais il ne s'agit pas d'accueillir dans notre giron, il s'agit simplement d'être en situation de construire pour l'avenir de la France, une coalition politique qui serait une coalition pour la présidentielle et une coalition pour les élections législatives qui suivraient. Donc d'être dans un dialogue entre partenaires qui se traduisent par la détermination d'une plateforme politique commune, de choix stratégiques communs. Je rappelle simplement qu'une grande partie des députés européens centristes sortants de la mandature qui s'achève ont siégé pendant 5 années avec nous, UMP, au sein du même groupe parlementaire au sein du Parlement européen. Ça veut dire qu'il est quand même possible et même, je pense, hautement souhaitable, encore une fois, compte tenu des dangers du Front National à l'avenir, que de travailler ensemble, de renforcer nos liens. Il ne s'agit pas de casser je ne sais quelle configuration partisane, casser l'alternative ou casser je ne sais quoi, mais simplement d'être dans la construction d'un vrai accord, d'une vraie coalition. On va encore parler d'Europe avec vous, avec cette question. Quel changement attendre maintenant que les eurosceptiques et les europhobes ont progressé? Mais tout d'abord, vous avez la parole. Que pensez-vous de la place du Front National aux européennes? C'est vous qui vous exprimez. Quoi qu'il en soit, ça ne change pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de taf, que ce soit FN ou n'importe quel côté politique, c'est la merde. Je trouve ça dommage, c'est tout. Je suis atterrée surtout par l'abstention. Parce que si 9 électeurs sur 10 avaient voté, ceux qui manquent, peut-être qu'ils n'auraient pas voté FN. Franchement, c'est dangereux pour tout le monde. On a l'impression que ça va être dangereux, on ne sait pas encore, mais enfin, c'est un peu fermé sur le monde. C'est assez dramatique, mais il ne faut pas non plus s'étonner qu'on en soit arrivé là. Quand on voit les autres partis politiques, comment ils se comportent, les affaires, l'absence d'objectivité, l'absence de vision à long terme. Donc voilà. Les Français se sont exprimés, c'est regrettable, mais j'espère que ça permettra de faire un sursaut des autres partis politiques. Vous qui êtes élu au Parlement depuis 2010, est-ce que vous avez tout de même le sentiment que les partis politiques, dans leur ensemble, se sont coupés aussi de la base de l'électorat? Ils n'ont pas réussi à tisser des liens suffisants pour que les électeurs, en France, même dans les autres pays européens, se sentent concernés par l'Europe? Alors, nous avons incontestablement à tirer les leçons de ce scrutin et je le disais tout à l'heure, je regrette que nous n'ayons pas été plus convaincants, que nous n'ayons pas réussi à briser, je dirais de manière plus frontale, le mur de l'indifférence, à tirer à nous des électeurs, convaincre des abstentionnistes. Et donc, il y a une vraie remise en cause, bien sûr. C'est ce qu'on a entendu, quel que soit le parti politique, de toute façon, ça ne sert à rien. Mais on paye peut-être aussi maintenant, je dirais collectivement, la facture de la stratégie dite du bouc émissaire. Trop longtemps, dans notre pays, c'est un sport qui a été absolument, je voulais dire, très pratiqué, c'est ce que je m'apprêtais à dire, tant par les gouvernants de droite que les gouvernants de gauche, tant par les parlementaires de droite, je dirais que les parlementaires de gauche, c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à Bruxelles, sans qu'on sache très bien qui était Bruxelles, avec une méconnaissance totale de ce qu'est Bruxelles. Bruxelles, c'est nous. Bruxelles, c'est les chefs d'État et les chefs de gouvernement, les ministres des 28 États membres, donc nos ministres, et puis ce sont nos parlementaires nationaux, comme nos parlementaires européens, nous. Bruxelles, c'est nous. Donc c'est la faute à Bruxelles, c'est la faute à l'Europe. Était un gimmick facile, une facilité politique et intellectuelle dans laquelle nous nous sommes certainement trop longtemps complus et dont nous payons maintenant le prix, avec une perte en crédibilité, en efficacité, en vérité et en transparence sur ce qu'est la réalité du pouvoir politique. Il est partagé, le pouvoir politique. La France, comme l'Allemagne, comme la Slovénie, comme l'Italie, comme l'Espagne, ne décide plus toute seule dans son coin, mais décide de prendre un certain nombre de chemins, de prendre un certain nombre d'orientations politiques d'un commun accord avec ses partenaires européens. Mais ça, c'est une réalité, je dirais, moderne du pouvoir politique tel qu'il fonctionne aujourd'hui, que nous n'avons pas suffisamment expliqué.
Vous allez siéger une fois de plus pour cette nouvelle mandature dans le groupe majoritaire, le groupe du PPE, avec les différentes forces de droite, même si la majorité sera moins forte, 213 sièges, 190 pour les forces. Oui, 213, 214. Sur les sièges des socialistes, et c'est 190, donc l'écart s'est un petit peu resserré. Au-delà de ça, est-ce qu'aujourd'hui le Front National va être en mesure d'imposer ses choix ? Non. Est-ce que les eurosceptiques, les europhobes vont réussir à faire sortir leur pays de l'Europe, revenir au franc ? Non. D'abord, toute tendance confondue, je dirais, depuis les eurosceptiques jusqu'aux plus extrémistes, jusqu'aux europhobes, c'est à peu près entre 24 à 25% des effectifs du nouveau Parlement européen. Encore une fois, tout globalisé. Et donc, ça n'est en rien une minorité de blocage, ça n'est en rien une force qui va pouvoir stopper, je dirais, tout, détruire, détricoter, déconstruire. Et le prochain Parlement européen, enfin celui qui se met en place au 1er juillet prochain, n'est pas compétent en matière de sortie de l'euro, n'est pas compétent en matière de sortie de Schengen. Ça n'est pas l'apanage du Parlement européen que de décider sur ce genre de grands sujets, de grandes orientations politiques qui sont à discuter et à décider entre chefs d'État et de gouvernement, entre responsables politiques. Mais est-ce que les priorités de l'Europe, en tout cas, vont changer peut-être incontestablement, ces voix qui de manière générale, après un grand moment de vérité, après une élection européenne, les formations politiques, quelles qu'elles soient, ont à cœur non seulement de décoder, décrypter, analyser les messages envoyés par les électeurs, mais aussi à cœur d'y répondre et d'avoir au cours des années à venir des réponses appropriées. Nous avons entendu un message, nous en tout cas ici en France, me semble-t-il, un message pour une Europe plus forte, pour une Europe plus protectrice, pour une Europe qui arrête peut-être de réguler, réglementer un peu trop à foison dans toute une série de domaines, sur toute une série de sujets où on estime que c'est plus énervant, agaçant et contre-productif qu'autre chose, mais une Europe qui se concentre, qui se resserre sur un certain nombre de compétences, sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre de grandes politiques. Et donc nous allons, notamment nous, les parlementaires européens UMP, travailler à cela, concentrer, resserrer l'Europe sur un certain nombre de grandes politiques, on a peut-être l'occasion d'en détailler quelques-unes, et faire en sorte d'arrêter peut-être l'hyper-réglementation, l'hyper-inflation législative dont on a bien compris que nos compatriotes avaient assez. On va revoir à présent les résultats en Île-de-France et les résultats Yvelines également. Île-de-France avec l'UMP qui est arrivé en tête, près de 22% des suffrages exprimés, suivi du Front National 17,3%, du Parti Socialiste 14,3%. Suivent les centristes de l'Alternative, Europe Écologie et le Front de Gauche qui envoie donc des députés au Parlement européen. Et puis dans les Yvelines également, le Front National qui a progressé mais qui est encore loin de l'UMP puisque l'UMP est presque à 25% alors que le Front National est à 18%. L'UMP qui s'en sort plutôt bien. Comment vous expliquez qu'en Île-de-France et dans les Yvelines, le Front National ait du mal à progresser autant que dans le reste de la France ? Écoutez, de manière générale, la lecture que nous faisons, nous, des résultats du Front National est celle de la colère, du ressentiment, de la déception très forte et de, je dirais, la désespérance sociale. Je pense que c'est cela les principaux déterminants du vote du Front National. Alors, je ne veux pas dire que en Île-de-France et particulièrement dans les Yvelines, il y a moins de souffrance sociale, moins de ressentiment, moins de colère, mais peut-être y a-t-il quand même, si on compare à d'autres grandes régions, je pense au nord ou à l'est, des situations économiques, des situations sociales, un regard sur l'avenir, un regard sur son propre avenir différent et qu'il y a moins le sentiment d'être totalement, je dirais, cerné par un certain nombre de forces dont on ne sait pas très bien comment elles s'organiseraient ou d'être menacé dans son identité. Peut-être qu'il y a un mal-être, un malaise existentiel qui existe dans un certain nombre de grandes régions françaises. Je pense notamment aux régions frontalières pour des tas de raisons et qui existent moins en Île-de-France ou autour de la région capitale, je dirais. Il y a quand même une certaine, c'est ce que montre, je pense, le score et de l'UMP et d'autres formations politiques, je dirais, progressistes en matière européenne, une certaine confiance en l'avenir, une certaine confiance en soi et une volonté de continuer à avancer. Le Front National, aujourd'hui en France, appelle à la dissolution. Vous partagez cet avis ? Il faut dissoudre l'Assemblée nationale, il faut redistribuer les cartes ? Je ne suis pas du tout favorable aux incantations, aux déclamations et aux appels à la dissolution. Je suis respectueuse des institutions de la Ve République qui ont apporté stabilité et solidité à
notre République. Et donc, je me garderai bien de me camper dans des postures aussi déclamatoires. Et ce ne serait pas forcément favorable à l'UMP non plus. Parce que l'UMP, indépendamment si aujourd'hui il y avait des des calculs, législatives demain, ça ne simplifierait pas forcément la tâche pour l'UMP. On regarde la situation actuelle. Indépendamment des calculs politiciens, des prévisions et des jeux de billard à triple ou quadruple bande, je pense que la légitimité du suffrage universel direct, elle est dans les mains du président de la République, et que brandir des appels à la dissolution, ça n'est pas être conforme à l'esprit des institutions, ces institutions que le général de Gaulle a données à la France et auxquelles je suis moi personnellement très attachée. On va écouter à présent Jean-Michel Forgousse. C'est le maire d'Elancourt. Il était présent sur votre liste UMP en 7e position. Il n'a donc pas été élu, mais il a fait campagne à vos côtés pour cette liste UMP. Ardemment. Il nous parle de l'avenir de l'UMP, sa vision des choses. Il parle également d'Henri Guénaud, puisque Henri Guénaud ne partage pas tout à fait votre position. Le député des Yvelines, vous parliez tout à l'heure de ce rapprochement avec les centristes nécessaires pour construire. Henri Guénaud, lui, n'a pas envie de devenir un parti de centre-droit. C'est ce qu'il a exprimé récemment. Et il n'a pas été tendre, je reprécise, aussi pendant la campagne avec Alain Lamassoure, la tête de liste UMP. Voici les déclarations à présent de Jean-Michel Forgousse. Monsieur Guénaud a d'énormes qualités intellectuelles, d'écriture, mais il n'a aucune culture économique. S'il avait un minimum de culture économique, qui voyait les entreprises que c'est le premier partenaire commercial quand même des entreprises françaises, l'Europe, que c'est un tiers de nos emplois, il n'aurait pas dit toutes ces bêtises. Mais cela dit, je l'aime bien en dehors de ça. Bon, voilà. Donc restons sûrs. Donc, quant à l'UMP, l'UMP, je vous dis, à chaque élection, on attaque le président du parti. L'UMP, on l'a vu avant les municipales, on revient avec la même histoire d'ailleurs quelques jours avant les européennes. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas ces dossiers. Il faut qu'on mette une équipe qui fait gagner, c'est la règle du jeu. À la tête d'une entreprise, on met une équipe qui fait gagner, à la tête d'un parti aussi. Bon, si monsieur Copé et celui qui fait gagner, écoutez, il faut le suivre et le maintenir. Si c'en est un autre, voilà, c'est la règle du jeu. Je n'ai pas de préférence particulière. Je dis, j'ai une petite idée quand même de vous à moi. Ne me la demandez pas, mais j'ai une petite idée tout de même de qui va revenir. Il évoquait bien évidemment Nicolas Sarkozy, Jean-Michel Forgousse, lors de cette déclaration. Je vous ai posé la question tout à l'heure, vous n'y avez pas vraiment répondu. Je vais vous la reposer. Qui pour incarner l'UMP aujourd'hui ? Qui souhaiteriez-vous, sur quelle ligne souhaitez-vous vous positionner ? Alors, la ligne politique, on va la déterminer ensemble. Encore une fois, moi, j'ai dit un homme ou une femme. Une femme, bien sûr. Schématisons une pas personnalité aussi, politique, en tout cas. Voilà. Brutalement le débat politique. Mais je pense que la priorité des priorités, c'est de mettre un peu de sérénité et d'apaisement et de calmer les tensions et de sortir des jeux de personnes et du choc des égos qui, de manière générale, font trop de mal à la vie politique et font en ce moment trop de mal à l'UMP, donc de la sérénité, de l'apaisement, une gouvernance collégiale qui se donne pour tâche de préparer le Congrès et qui nous laissera le temps aux uns et aux autres de travailler à forger une ligne politique majoritaire. J'ai dit ce qu'était ma sensibilité à moi, que je partage avec d'autres, une sensibilité, je dirais, libérale, humaniste, sociale et européenne. Mais je rebondis juste sur ce que vous disiez tout à l'heure. Moi non plus, à l'instar d'Henri Guénaud, je n'ai pas envie que l'UMP devienne un nouveau parti centriste. Il ne s'agit pas de transformer l'UMP pour que l'UMP perde une partie de ses troupes, une partie de ses spécificités, se rétrécisse et devienne un nouveau parti centriste, un parti de centre-droit. Il s'agit simplement de créer les conditions d'un travail commun et d'un rapprochement qui permette de travailler à élaborer une plateforme commune, des projets politiques communs. Alors, l'homme ou la femme, pour travailler à tout cela, donnons-nous le temps de, je dirais, digérer le score décevant des européennes et de surmonter la crise de gouvernance. Aussi, parce que je ne vous ai pas posé la question, mais la gauche qui rencontre des grandes difficultés, est-ce qu'il faudrait une débâcle totale. Est-ce qu'il ne faudrait pas que la gauche aussi se réaffirme ? Est-ce que pour le jeu politique, démocratique, ce ne serait pas positif aussi pour l'UMP d'avoir un vrai adversaire à gauche et non pas un adversaire à la droite de la droite ? Alors, je n'ai pas de conseil à donner à nos adversaires socialistes. Je constate simplement qu'effectivement, au soir du 25 mai, le total de toutes les voix de gauche, à peine 33% des suffrages exprimés, n'a jamais été aussi bas dans notre pays, que c'est une
débâcle, un désastre politique et électoral pour François Hollande et Manuel Valls. Il n'y a eu aucun effet Valls et manifestement François Hollande n'a absolument pas réussi son pari. Maintenant, de manière générale, effectivement, je préfère que les formations politiques s'organisent de manière à avoir un dialogue, puis je dirais un sparring partner digne de ce nom, qui appartiennent plutôt à la catégorie des partis de gouvernement. Et effectivement, mais ça fait des années qu'on dit que le Parti socialiste français, au rebours de tous ses grands alliés européens, à commencer par le SPD allemand, n'a pas fait son Bad Godesberg, n'a pas fait la mue politique et idéologique qu'il devrait faire, et c'est en partie certainement la raison de son échec actuel. Les responsables politiques de gauche, nous allons les écouter à présent dans le département, et ce sera pour conclure donc cette édition du 7-8 politique. On est un parti très pro-européen, mais qui n'a pas su, à mon avis, dire assez quelle Europe on voulait et à quel point l'Europe qui est actuellement en place n'est pas celle que l'on veut. Donc il y a une confusion entre le fonctionnement de l'Europe actuellement et ce que portent les partis pro-européens. Il y a des messages qui ont été donnés là, dimanche. Les gens qui ne se déplacent pas, ils disent quelque chose. Ceux qui viennent voter FN, on peut considérer qu'il y a un socle de gens qui adhèrent vraiment aux idées du Front National, mais je pense que majoritairement, le message, c'est pas ça. C'est un message contre l'Europe telle qu'elle fonctionne actuellement et contre le système politique en général en France, contre les partis politiques. Donc ça, il faut le prendre en compte, l'analyser. Et puis ensuite apporter les réponses. Et apporter les réponses, c'est forcément se remettre en cause. Il faut en permanence aller voir les gens sur le terrain, voir nos concitoyens, discuter avec eux. Moi, je crois vraiment que pour réenchanter la politique, il faut aller discuter. Je pense que le manque de dialogue aussi peut expliquer un certain nombre de votes, parce qu'il y a des incompréhensions. Donc quand on n'est pas content, on envoie un message qui est un message aussi de contestation, qui peut être désamorcé si ce dialogue existe, si les échanges avec les élus existent. Le score du Front National à l'issue de ce scrutin-là s'explique par une forte abstention, qui est l'abstention d'un électorat de gauche qui effectivement est déçu par une série de politiques d'austérité que le président de la République nous assène depuis 2 ans. Gauche a un très bel avenir. Nous allons continuer à élargir l'espace de rassemblement à gauche et puis aussi à progresser dans la construction de véritables propositions de gauche. L'alternative, c'est le Front de gauche. Ce que le Front National propose n'est pas une alternative crédible. La crédibilité est de notre côté. La politique d'avenir qui consiste à ressouder la cohésion sociale qui est en train de s'effriter du fait des conséquences des politiques d'austérité, je pense que ça, c'est nous, en fait. Le Front de gauche incarne aujourd'hui l'avenir de ce pays-là. L'invité de ce 7-8 politique, c'était Constance Legris. Merci d'être venue en plateau. Eurodéputée UMP réélue donc dimanche. Prochaine édition d'ici une quinzaine de jours. Et toutes les précédentes éditions sont à revoir sur notre site internet. À bientôt.